Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires à travers vos artistes. Cette semaine, j'ai souhaité mettre en avant l'art au féminin. Nous sommes allés à la rencontre de 5 femmes artistes en France et à l'étranger. Elles ont toutes des parcours et des profils tout à fait différents, mais sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Karine Dezay est mezzo-soprano. Elle traverse le monde en permanence et nous a accueillis juste avant une représentation à l'Opéra Bastille. Catel fait partie de ces trop rares auteurs au féminin de bande dessinée. Elle nous a reçus dans son atelier. Elle nous parle de la bande dessinée et de son engagement pour ces grandes femmes, ces grandes féministes de l'histoire. Stéphanie Lequelec, c'est l'une des grandes gagnantes de l'émission Top Chef. Elle officie aujourd'hui à Paris, à l'hôtel Le Prince de Galles. On va débuter cette émission Culture T consacrée à l'art au féminin avec Nathalie Decoster, la sculptrice entre deux voyages au bout du monde, nous a reçus dans son atelier à Argenteuil en banlieue parisienne. All set? Let's go. Ne vous fiez pas à sa démarche. Derrière cette nonchalance d'apparence se cache une artiste rare qui, depuis le milieu des années 80, nous livre sa vision du monde dans des sculptures devenues incontournables sur les 5 continents. Comment est-elle devenue artiste? Nathalie elle-même ne le sait pas. Sans doute, l'art fait partie d'elle, tout simplement. C'est quelque chose de totalement inné. Et souvent, les gens me demandent comment je suis devenue artiste. Je dis, écoutez, c'est simplement une évidence pour moi. Voilà, donc je me suis jamais posé de questions sur ce que j'allais faire de ma vie. Je me suis mise au boulot et sans me poser de questions, ni sur ce qui allait se passer, comment ça allait arriver, est-ce que j'allais évoluer. C'est simplement, j'ai fait, quoi. Et je me suis jamais dit, je suis artiste, je suis pas artiste. Les choses se sont construites petit à petit, ça s'est développé un peu comme une pelote de laine. J'ai commencé à travailler dans des ateliers publics, partager des ateliers avec des sculpteurs plus âgés qui m'ont enseigné la technique du moulage, de la soudure, parce que c'est aussi des recettes de perlimpinpin, de professeur Tournesol qu'on expérimente, on foire. Bon, voilà, donc c'est toujours bien d'avoir une sorte de personne qui a expérimenté ça pendant des années. Donc la technique, pendant 6 ans, je l'ai appris comme ça. Et un jour, j'ai pris mon propre atelier. Ça a été une nouvelle naissance parce que j'avais plus personne autour de moi pour m'assister. Il fallait que j'assume, quoi. Ses œuvres les plus connues sont ses personnages élancés qui ne cessent d'avancer, très souvent accompagnés de chemins de rondeur. Tel l'équilibriste sur son fil de création, Nathalie ne cesse de jouer des oppositions visuelles et de matière. C'est même une volonté de créer un véritable contraste entre mes personnages qui sont extrêmement rough. Ce côté rough reflète la puissance de l'être humain, que je traite par ailleurs avec le côté fragile qu'il faut accepter de soi et des autres, parce qu'elle a un intérêt, cette fragilité. C'est la différence avec une machine. Et la pureté de mes lignes, qui sont des lignes géométriques extrêmement pures, extrêmement... voilà. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est la complémentarité de ces lignes très pures avec ce personnage rough. Et je pense que cette espèce de pureté des lignes, d'aller à l'essentiel, pourrait être associée à un travail plutôt masculin. Et notamment aussi quand je fais des sculptures monumentales qui vont jusqu'à 6-10 mètres de haut, quand les gens me voient installer, ils me disent « mais c'est une nana qui fait ça ». Bon, pour moi, ça pose aucun problème. Je trouve que c'est un travail aussi bien féminin que masculin. Et dans les formes, dans ce qui concerne mon travail de sculpture, c'est extrêmement neutre. Voilà. Il m'est arrivé pour la maison de Guerlain qui m'avait demandé de travailler sur un flacon, où ils m'ont demandé « Nathalie, est-ce que tu te sens capable d'eux ?» Je dis je n'ai pas la technique du flaconnage, donc avec un technicien, je veux bien essayer. Et il se trouve que j'ai fait un travail d'une féminité absolue, très ethnique, très chargée, qui ne correspond pas du tout à ce que je fais en sculpture. Ça a été une surprise pour moi et pour eux. Et c'est l'autre partie de ma personne qui est ressortie dans ce travail-là. Comme quoi...
Si vous êtes adepte de Top Chef sur M6, vous connaissez forcément son nom et son visage. Stéphanie Lequelec a été une des grandes gagnantes de cette émission il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle officie à l'hôtel Le Prince de Galles. Elle nous a reçus pour évoquer cette passion qu'elle a pour la gastronomie qui date de sa plus tendre enfance. All set? Let's go. Pour moi, la cuisine, étant enfant, c'était le pot-au-feu. C'était le plat du dimanche par excellence, que ma maman faisait très bien, que ma mamie faisait très bien. On passait des heures à éplucher les légumes, à faire bouillir la viande, et puis on mangeait souvent très tard, à 13h30, 14h, parce qu'on attendait que ce soit à la point de cuisson parfait. Donc s'il y avait un plat qu'il fallait retenir de mon enfance, ce serait celui-ci. Ma première grande maison, c'était une brigade de palace, 80 cuisiniers, nous étions 2 jeunes femmes, 2 jeunes commis, donc effectivement on était quand même en large minorité. Et pourtant, on a la chance d'évoluer dans un métier où les valeurs du travail sont reconnues. Donc femme ou homme, j'ai envie de dire à un moment, ça n'a pas d'importance puisque seul le travail est récompensé. Donc si on travaille dur, je crois qu'on peut y arriver aussi bien qu'un homme. Je ne crois pas à la féminité en cuisine. Je ne crois pas qu'il y ait de cuisine masculine ou féminine. Je pense qu'il y a des cuisines de sensibilité. Il y a des femmes qui sont extrêmement sensibles, et puis il y en a qui le sont beaucoup moins. Et à l'inverse, il y a des hommes qui sont extrêmement sensibles et qui font des cuisines de grand équilibre et de grande délicatesse. Donc moi, je crois aux sensibilités en cuisine. Ça, j'y crois fort. Donc moi, j'ai ma part de sensibilité. Est-ce qu'elle est féminine? Est-ce qu'elle n'est pas parfois un petit peu plus brute, en fonction un petit peu des jours et puis du caractère dans lequel je me trouve? Oui, je crois à ça. Avec l'expérience, on apprend en tout cas moi j'ai appris à assumer ce que j'étais et la cuisine que je faisais. J'ai moins peur de livrer ce que j'ai livré dans une assiette. C'est-à-dire que bonne ou mauvaise, la cuisine, il faut l'assumer. C'est une part de soi. Quand on fait la cuisine, on le fait avec son cœur, on le fait avec ses tripes. Donc eh ben, on se livre comme ça dans une assiette. Et puis ça donne lieu parfois à des grands plats, puis des fois à des choses un peu plus en demi-teinte. Mais quoi qu'il arrive, il faut assumer. Et puis il faut apprendre de ses erreurs. Mais oui, avec le recul, je pense que c'est ça qui a changé. Depuis quelques années, les femmes se sont invitées dans la bande dessinée et c'est tant mieux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, il y a eu des pionnières comme Claire Bretéché, Florence Sestac et Catel. Catel, nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier. Elle nous parle évidemment de la bande dessinée et de ces grandes femmes qu'elle aime mettre en avant en cases et en bulles. Catel, moi je croyais que la bande dessinée c'était uniquement pour les garçons, c'était un truc de gosse, de garçon. Et on voit toi à travers ta carrière que ça a toujours fait partie de ta vie. Tu te souviens, c'est eu un déclic, enfant, tu t'es dit ah bah la bande dessinée bah, c'est aussi pour moi, je vais en lire, je vais en faire. Moi j'étais dans un milieu pas du tout spécialement ouvert à la bande dessinée, très classique. Toute petite bourgeoisie classique, parents profs, mais pas fermée à la bande dessinée non plus. Donc les bandes dessinées sont arrivées chez nous par les amis, un peu par hasard, par la presse, et j'ai découvert ça, moi-même adorant dessiner, fascinée, voilà, par tout ce que je trouvais, que ce soit Tintin, Lucky Luke, Astérix, tous les classiques de l'enfance dans les années 70. Et je découvre, via ma maman qui lisait de la presse, Bretéché. Et là, je me dis, tiens, il existe aussi de la bande dessinée pour les grands. Ça, quel modèle incroyable, elle vit de ça. Est-ce que c'est un métier d'être Claire Bretéché dans la vie? Et je me suis dit, je crois que j'aimerais être Claire Bretéché dans la vie. C'est pas mal, c'était fixé. C'était un peu ambitieux, mais voilà. Mais t'en parlais avec tes copains ou tes copines à l'époque? Parce que être une ado et puis lire de la bande dessinée, te faisait un peu, enfin t'étais un peu à part, non? Ou t'avais d'autres copines qui lisaient de la BD? Très peu. J'avais beaucoup plus de copains, c'est pas eux. J'avais des voisins, 3 garçons qui lisaient plein de bandes dessinées. Et c'est vrai que les sujets étaient aussi plus masculins. C'était des sujets ou de super-héros, ou de cow-boys, de bandits, de guerre.
Donc c'était des sujets un petit peu loin de moi, mais quand même qui m'amusaient parce que c'était traité soit par humour, soit très réaliste, ou en tout cas déjà c'était dessiné, donc ça me fascinait au niveau graphique. Et puis Bretéché m'a fasciné sur tous les plans, d'un point de vue graphique, mais d'un point de vue narration, de son humour, d'une vision de la société. Et bien sûr, c'était quand même pas un métier. Quand j'ai commencé à me réveiller en me disant « mais est-ce qu'on peut en faire un métier ?» Mes parents très gentiment m'ont proposé de m'orienter vers un métier autour du dessin qui serait peut-être prof de dessin. Et naturellement, je suis allée vers les Arts Déco à Strasbourg, où heureusement il y avait un département illustration avec un maître qui s'appelait Claude Lapointe, un formidable illustrateur, lui-même issu de la lignée Tom Ungerer. Et voilà, je suis partie avec mon petit carton à dessin à Paris et j'ai commencé à essayer de démarcher dans les maisons d'édition pour trouver du travail comme dessinatrice de presse ou de livres. Donc tu avais quand même une ligne directrice. J'avais envie d'essayer. J'avais envie d'essayer d'être artiste, c'est-à-dire d'être libre, de faire les dessins dont j'avais envie sur des supports différents. Et j'ai été vite engagée au début par le journal Fripounet, qui m'a demandé de faire des dessins toutes les semaines à l'intérieur, puis même les couvertures. Ça m'a permis de vivre puisque c'était toutes les semaines. Mais il me restait au fond l'envie de faire de la bande dessinée, c'est-à-dire de raconter par séquence, avec des bulles, des histoires et peut-être des histoires pour adultes. On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. Et ça veut dire qu'il y avait quand même à l'époque, naturellement, ce rapprochement entre littérature, jeunesse, illustration, donc les enfants avec les femmes, et puis la bande dessinée, alors les cow-boys, les trucs du super-héros, bah c'est les mecs quoi. Il y avait une séparation quand même bien faite quoi. Globalement, il y avait, en tout cas de mon point de vue, voilà, dans les années 80 encore, début des années 80, c'était assez clairement la bande dessinée, c'était un univers d'hommes. Alors au milieu de ça, on trônait Claire Bretéché, mais il faut voir qu'il y avait aussi Chantal Montelier, qui avec son Odile et les crocodiles a beaucoup fait parler d'elle. Elle s'est beaucoup battue pour la cause féminine, avec des BD assez durs, assez noirs, mais il y avait quand même un autre regard sur le monde. Il y avait Florence Testa qui est arrivée aussi avec son humour. Il y avait Annie Götzinger avec son charme et son élégance. On a eu quelques femmes très emblématiques. Parce que c'est vrai qu'aussi dans les personnages de bande dessinée, la plupart du temps, c'était des héros masculins et les femmes avaient un rôle souvent secondaire ou d'accompagnement. Mais il y a eu très peu d'héroïnes, sauf si on remonte dans les années 30 avec Bécassine. Mais c'est vrai que ça faisait aussi partie du fait que peut-être les femmes n'allaient pas vers la bande dessinée. Bien évidemment, quand on en parle avec Benoît de Groux, son seul modèle en bande dessinée, c'était Bécassine, une espèce d'imbécile servante qui en plus n'avait pas de bouche. C'était très difficile de s'identifier à ça. Ouais. Après, il y a eu, avec les Américains qui ont fait les comics, les super-héros, il y a eu Wonder Woman, mais c'était une super bombasse qui réglait tous les problèmes de la Terre. C'était difficile aussi de s'identifier à ça. Après, il y a eu Castafiore, ou la femme de Popeye, Olive, mais à chaque fois, c'était des personnages hyper négatifs, qui étaient toujours secondaires. Ouais, insupportable. Insupportable, moche. La première un peu héroïne normale, je dirais, c'était Adèle Blanc-Sec de Tardy. Là, ça y est, on a commencé à voir des femmes émerger, des femmes un peu normales. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'avec Véronique Grissot, dans le début des années 2000, on a eu envie de créer, nous, un personnage, une femme, qui serait juste normale. Et on l'a appelée Lucie. On a fait les aventures de Lucie, qui était un peu le pendant de Monsieur Jean des Dupuy-Berberian, qui serait juste une femme de la vie super normale, rien de super héroïne, qui a des problèmes de la normalité, on dirait, de tous les jours, son quotidien, ses enfants, son mari, son boulot. Et on l'appelait Lucie comme la première femme qui a été découverte, en hommage à cette femme, comme c'était la première dans les années 2000 qui se réveillait et qui racontait sa vie. C'était au même moment que Bridget Jones d'ailleurs. C'était un peu sur cette ligne-là, sans savoir, qu'on avait créé ce personnage. Lorsqu'on est une femme, qu'on fait de la bande dessinée, c'est facile ou est-ce qu'il a fallu aussi, comme dans plein de domaines pour les femmes, enfoncer les portes, tout casser, dire non, non, je suis là et je veux faire ça? Alors moi, je dois reconnaître que bizarrement, ça a été assez facile pour moi. Je sais qu'il y en a d'autres qui se sont battus avant, pour qui ça a été très difficile. Mais néanmoins, quel est mon rôle? Je me suis rendu compte que c'était très important pour moi, puisque ma vie était justement plutôt facile et que je n'avais pas vraiment eu besoin de me battre. Il était important de rappeler l'histoire, de rappeler d'où je venais, et en réfléchissant à pourquoi je suis là et comment j'ai pu faire ça, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, elles, s'étaient battues, avaient donné leur énergie, leur temps, parfois leur vie même, en étaient mortes.
pour la liberté des femmes. Et c'est ce qui m'a amené progressivement à sortir de la fiction et aller raconter plutôt des histoires vraies, donc m'orienter plus vers des biographiques, c'est comme ça que je les nomme, des biographies dessinées de personnages féminins qui ont donné toute leur énergie à cette liberté dont moi je profite aujourd'hui et dont les générations qui me suivent profitent encore plus parce que maintenant c'est exponentiel le nombre de femmes dans la bande dessinée, il y en a plein, elles sont très douées, elles ont les portes grandes ouvertes, enfin les choses changent à une vitesse grand V, mais n'oublions pas que ce n'a pas toujours été comme ça et c'était hier matin que c'était très difficile. D'accord, merci à toi. Merci Jean-Philippe. There was trouble, yeah, you know that I know I'm good. Karine Dezay est une mezzo-soprano. Sans cesse, elle traverse le monde et les plus grandes scènes pour y interpréter tous les airs de l'opéra. Nous sommes allés à sa rencontre dans sa loge à l'Opéra Bastille, en pleine séance maquillage. Karine, le maquillage, c'est toujours un petit rituel pour se mettre dans le personnage, j'imagine, que vous allez interpréter. Oui, effectivement, c'est la préparation avant le spectacle. C'est la transformation, d'ailleurs. Et c'est aussi un moment pour nous de détente et de concentration. Mais on pense vraiment à son personnage. Est-ce qu'on se dit, tiens, on se refait des petits extraits dans la tête de ce qu'on doit chanter? Le texte, effectivement, tourne beaucoup dans la tête. Mais c'est toujours aussi intéressant de voir la transformation. À chaque fois, ça nous aide beaucoup pour rentrer dans le personnage. D'avoir justement le maquillage, la perruque. Après, on aura également les costumes. Ça nous donne une attitude, une posture. Et même quelquefois, quand on doit aborder, par exemple, des rôles de garçons, là, il y a carrément une transformation à faire encore plus importante. Ah oui, j'imagine. Voilà, donc c'est vrai que c'est un rituel, effectivement. Au fur et à mesure des interprétations et du temps qui passe, vous vous rendez compte finalement pourquoi vous avez choisi ce métier, j'imagine cette passion avant tout. Effectivement, la chose qui reste, et c'est là où on se dit qu'on a fait le bon choix, c'est le plaisir. C'est le plaisir, c'est la passion qui ne disparaît pas. C'est en plus la chance de pouvoir aborder plusieurs rôles différents à la suite dans une même saison. Et puis de pouvoir travailler justement avec des metteurs en scène différents, des chefs d'orchestre différents, de pouvoir aussi voyager, faire des rencontres. C'est une passion qui est en vous depuis très longtemps, hein, depuis votre enfance. Oui. Il y a eu déjà le violon et ensuite il y a eu justement le chant. C'était une évidence de passer du violon au chant, ça vous a servi? Le violon m'a énormément servi, effectivement, en tout cas tout ce qui est études justement solfégiques, aussi musicales, parce que quand on est chanteur, on est aussi musicien, donc il nous faut les mêmes bases. Et puis effectivement, une fois que j'ai découvert le chant par rapport au violon, je me suis dit que c'était enfin un instrument qui me correspondait plus, ça c'était sûr. J'arrivais à exprimer avec la voix ce que je n'arrivais peut-être pas forcément exprimé avec le violon. C'était encore quelque chose d'étranger pour moi, l'instrument. Et puis le mélange du théâtre aussi et de la musique, ça m'a énormément plu. C'est la chance que l'on a à l'opéra de pouvoir combiner les deux. On dit souvent que les femmes à l'opéra ont un rôle compliqué, on les assassine, on leur fait endurer des choses très compliquées. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on ressent lorsqu'on joue? On se dit bah, finalement les hommes ont le plus beau rôle
une nouvelle fois, j'allais dire? Non, alors pas du tout pour moi, heureusement. Déjà là pour le rôle de Charlotte dans Werther, ce n'est pas elle qui meurt à la fin. C'est déjà pas mal. Voilà, même si elle se sent très coupable, parce qu'elle se sent responsable du suicide de Werther. Et j'ai rarement fait des rôles voilà, où je mourais en scène. Je crois que jusqu'à présent, le seul rôle que je peux citer, c'est le rôle de Roméo dans Les Capulet et Montaigu. Je faisais donc le rôle d'un travesti de Bellini. Voilà. Vous avez le sentiment que ce que vous faites est totalement féminin ou est-ce qu'il y a une petite part de masculin dans ce que vous faites? Alors là, ça dépend également des rôles. Effectivement, quand on aborde un rôle de garçon, de travesti, qui a en plus de l'escrime, qu'on nous demande vraiment de manier les armes, là, il y a forcément un côté masculin et en plus une attitude justement à travailler masculine pour ne pas avoir l'air ridicule en scène. Chaque fois, effectivement, il faut en tout cas s'adapter au personnage. Mais le côté masculin-féminin, c'est quelque chose qui me parle plus justement quand j'aborde des rôles de garçons en scène. Voilà. C'est venu très tôt, le chant, mais lorsqu'on est enfant, on n'écoute pas forcément soit de la musique classique, soit de l'opéra, on écoute plus de la musique populaire. Vous vous rendez compte, c'est venu d'où en fait finalement ça? Alors moi c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un papa musicien, donc la musique classique je l'entendais effectivement tous les jours. C'est aussi grâce à lui que je suis venue écouter mes premiers opéras. Et justement j'ai eu de la chance parce que ça n'était pas cloisonné à la maison, c'est pareil, on n'écoutait pas que du classique. Donc on était très ouvert aussi à la musique de variété du moment, aussi bien d'ailleurs du moment que même aussi les grands interprètes, parce que j'écoute encore toujours par exemple des chansons de Barbara, de Brel, de Ferrat, enfin, il y a toujours aussi ces grands chanteurs qui nous restent, et justement en plus qui ont laissé des textes magnifiques, et ça nous touche encore. Vous vous rendez compte quand même, j'en reviens à l'émotion, que vous donnez aux gens qui viennent vous voir, vous écouter, des moments dont ils vont se souvenir, qui vont faire partie ensuite d'eux-mêmes, de leur fort intérieur, des émotions qu'ils ont pu vivre avec vous. C'est vrai qu'on se dit, et en plus en vieillissant, que les émotions que l'on a soi-même connues, parce que moi j'ai eu forcément aussi des émotions à l'opéra, mais même en étant ado, j'ai encore des souvenirs vraiment présents en moi. Et on se dit, mais tiens, maintenant c'est à notre tour. Et ça, c'est quelque chose vraiment de touchant. Parce qu'à l'époque, peut-être on ne se voyait pas forcément sur scène. C'était encore un rêve, mais on ne savait pas si on pouvait le réaliser. Donc effectivement, là, oui, on en prend conscience. Ouais, c'est vrai. Son nom est connu dans le monde entier. Vitaly Tettinger est aujourd'hui la muse de cette grande marque de champagne, mais aussi sa directrice artistique. Nous sommes allés à sa rencontre, évidemment, à Reims. All set? Let's go. Je pense qu'étant une maison de champagne familiale, on a cette liberté de pouvoir exprimer ce que l'on est à travers ce que l'on fait. Et cette identité artistique, c'est quelque chose qui nous travaille tous, mais profondément.
Ça fait partie de notre façon d'aimer la vie. Et notre métier, de la même façon, c'est une façon d'aimer la vie. Donc finalement, quand vous passez beaucoup de temps à regarder un sujet, ici le champagne, vous finissez par lui donner, lui injecter tout ce que vous aimez par ailleurs aussi. Donc l'art se mêle tout naturellement au champagne. Je pense qu'il y a aussi un lien, quelque chose entre le champagne, le temps, la terre, le raisin, l'écriture des cuvées. Il y a quelque chose de très artistique et qui traverse le temps, qui décrit une période, un moment, comme peut le faire un très beau tableau. Le plus lointain souvenir, tout simplement ma grand-mère paternelle, qui a toujours été artiste, donc que je voyais très peu souvent, qui était souvent dans son lit, mais par contre elle dessinait tous les jours et elle peignait aussi. Et puis mes parents nous ont mis vraiment dans ce bain artistique, on s'est régalé. Donc voilà, j'imagine que quand on aime bien les choses, on a envie d'y retourner. Je pense que le champagne, comme beaucoup de métiers, est un métier de femmes et d'hommes. En fait, moi, je ne fais pas la séparation, une séparation aussi distincte entre hommes et femmes. Je trouve qu'il y a des personnalités. Il y a des gens qui s'approprient des sujets, qui ont une passion, qui ont une vision, qui ont une envie. Et peu importe que ce soit des hommes ou des femmes, finalement, ce qui compte beaucoup, c'est le travail et puis l'investissement, le regard qu'on porte sur les choses. C'est bientôt la fin de votre émission Culture T, mais il y a une tradition, c'est la rubrique Beaux livres, en partie dédiée à l'Asie. La Corée du Nord est sans doute le pays le plus méconnu au monde. Le photographe Adrien Goleni profite d'un voyage touristique organisé par le gouvernement nord-coréen pour nous ramener un panorama inédit de sa population dans ce livre aux éditions de La Martinière. Un témoignage fort, une expérience rare qui permit à son photographe de recevoir en 2012 le prix SFR Paris Photo, récompensant les jeunes talents de la photographie. L'art de l'icône chez Citadel et Masno allie livres d'art et d'histoire. Cet art millénaire y est représenté de façon majestueuse. Vous découvrirez les chefs-d'œuvre du monde byzantin, russe, géorgien et de bien d'autres pays. De musée en monastère, ce livre offre une analyse complète de l'icône à travers l'histoire comme un objet sacré et un objet de culte. Le Japon est un pays à part qui fascine et attire de nombreux Européens. L'artiste Véronique Durruti et le journaliste Jean-Luc Toulabresse nous livrent un carnet de voyage unique sur l'Empire du Soleil levant. Les photos sont d'une rare sensibilité et les textes donnent un éclairage nouveau et subtil sur le quotidien du peuple japonais. Japan Books est aux éditions de La Martinière. Les éditions Yellow Corner nous proposent un livre choc signé Lee Jeffries. Cet ancien photographe sportif s'est peu à peu plongé dans l'univers des sans-abri à travers le monde. Ces portraits en noir et blanc semblent sortis d'un autre siècle et pourtant ces sans-abri, nous les croisons au quotidien dans nos grandes villes. Les photos sont d'une force saisissante. On est à la fois admiratif de ces photos et bouleversé par ces regards, ces mains, cette injustice que le photographe dénonce à chaque cliché. C'est la fin de votre émission Culture T. Je tenais à remercier personnellement tout le personnel de l'hôtel Montalembert pour nous avoir accueillis, pour tourner les plateaux de cette émission. Toutes les infos de votre émission Culture T, c'est sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Twitter, mon profil et celui de Public Sénat. Le jeudi matin, vous pouvez me retrouver dans Métro News pour ma chronique bande dessinée et le vendredi dans Télé Loisirs. Et je tenais pour cette émission spéciale art au féminin saluer mes deux petites puces qui un jour deviendront deux femmes. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T. Girl, t'es sexy, viens voir Co-City, original rockman dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie dans ton Versace, viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est one bouge, carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move, move up,
rough comme une louve, bouge ton corps de la tête aux pieds, et là je t'approuve, say move up, girl, want ton body.